Bonjour à tous, bienvenue pour cette première émission de la Tribune des décideurs, une émission que vous allez retrouver chaque lundi à 12h30 en direct, une émission développée en partenariat donc avec la Tribune et Décideurs TV. On a le grand plaisir d'accueillir pour cette première Geoffroy Roux de Bézieux, candidat entre autres au MEDEF. On va revenir sur son parcours. L'intérêt également de cette émission, c'est de poser toutes vos questions en amont. Bien sûr, vous l'avez fait déjà, vous étiez nombreux sur le site de la tribune.fr ou pendant l'émission, soit sur décideurtv.com, soit sur latribune.fr. Alors on va attaquer tout de suite cette émission avec une petite présentation de Geoffroy, à côté d'Éric Walter, le directeur général adjoint de la rédaction de la Tribune, qui va nous accompagner pendant cette émission pour questionner Geoffroy Roux de Bézieux. Geoffroy Roux de Bézieux, vous avez 50 ans. Oui. Jusque-là, ma fiche est exacte. Vous êtes diplômé de l'ESSEC et de Dauphine, un service militaire dans les commandos marines, vous faites vos classes chez L'Oréal, mais vous êtes avant tout un entrepreneur qui a créé The Phone House, le premier réseau indépendant de vente de téléphones, puis vous remettez ça avec Virgin Mobile. Vous continuez de vous engager auprès des entrepreneurs, présidence de Croissance Plus ou via le fonds d'investissement Isaïe que vous lancez avec Pierre Kosciusko-Morizet et Stéphane Trépoz, entre autres. Vous investissez de plus en plus dans les affaires de la collectivité. On se rappelle de votre présidence à l'UNEDIC et maintenant vous êtes candidat donc à la présidence du MEDEF. Alors beaucoup de questions liées au MEDEF, vous en avez posé de très nombreuses, on va y revenir. Mais on va commencer par l'actualité parce que c'est le thème à côté duquel on ne peut pas passer. D'ailleurs, un des internautes qui ne manque pas d'humour, je ne pense pas que ce soit l'original, mais qui se fait passer pour J. Cahuzac, vous pose une question très directe. Est-ce que vous avez un compte en Suisse ou à Singapour? Non, je n'ai ni compte en Suisse, ni compte à Singapour. Je paye mes impôts en France, beaucoup d'impôts, mais je les paye en France depuis toujours. Bon, on a envie de vous faire réagir au-delà de ce témoignage personnel sur ce qui se passe actuellement autour de ce déballage et de ce scandale finalement. Quelles sont les conséquences pour vous d'un tel mensonge d'État? Moi, je ne veux pas tomber dans le tous pourri. Je crois que c'est le mensonge d'un homme, effectivement très grave, vu les fonctions qu'il occupait, j'allais dire la durée du mensonge. Mais il ne faut pas en déduire que tous les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont pourris. Ce sont des gens qui s'engagent, parfois avec courage. Ce que j'aimerais, c'est qu'on tourne cette page et qu'on passe au vrai problème de la France aujourd'hui, c'est-à-dire le chômage, l'absence de croissance, les déficits. Est-ce qu'on peut vraiment tourner la page? On voit bien quand même dans les sondages, on l'a vu ce week-end, les députés qui sont allés sur le terrain, il y a vraiment maintenant une demande des Français d'en savoir un petit peu plus. Alors, tourner la page, ça me semble difficile. Est-ce qu'il faut une opération manipulitaire en France? On n'échappera pas effectivement j'allais dire, crever cet abcès, avoir toute la vérité sur l'affaire Cahuzac et probablement toute la vérité sur les comptes offshore. Je crois que d'une manière générale, de toute façon, ce système de paradis fiscaux doit disparaître. Alors il y a des États qui résistent, mais ça n'est pas normal. Moi je trouve qu'on paye trop d'impôts en France, mais il faut en payer, je consens à l'impôt. Il y a les enfers fiscaux, c'est-à-dire que les deux doivent s'aligner, s'ajuster. Et voilà, je crois qu'on doit aller vers une harmonie fiscale, d'abord européenne, et puis quelque part, c'est plus lointain, mondial. Il n'est pas normal qu'il y ait des territoires qui soient complètement exclus de l'impôt, parce que tout simplement ça finance des infrastructures, des choses dont on a besoin, nous les entrepreneurs. Un petit mot tout de même quand même, au-delà des problèmes strictement fiscaux, il y a ce sentiment qu'ont les gens, qu'il demeure une impunité dans les élites, que ce soit dans les entreprises ou chez les politiques. Ça, il faut bien un moment que les choses avancent en France. Je ne crois pas qu'il y ait d'impunité. Vous savez, des patrons qui ont fraudé, il y en a eu. Des patrons qui ont triché, il y en a eu. Et ils ont été punis. Ils ont été d'abord mis en examen, puis punis. Il ne faut pas laisser croire que la justice ne fonctionne pas. Et dans l'affaire Cahuzac, il faut que la justice fonctionne. On a quand même un enjeu sur la fiscalité. D'ailleurs, ça se ressent dans les questions que les uns et les autres ont pu poser. On a par exemple M. Duchère qui dit « Bonjour, M. Roux de Bézieux, personnellement, je vous soutiens à la candidature du MEDEF, mais que comptez-vous faire contre cette taxe injuste à 75 %? On a l'impression que cette question de la fiscalité est centrale. On voit bien, en cette période de crise, elle revient. Je ne sais pas si la taxe à 75 % est centrale. Elle va concerner quelques milliers d'individus et surtout pas que des patrons. Beaucoup d'autres individus, des footballeurs, peut-être des chanteurs, des avocats, etc. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une fiscalité, il faut qu'elle soit juste, il faut surtout qu'elle soit efficace. Et il y a un moment où trop d'impôts tue l'assiette. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on fait fuir en fait les contribuables, où l'argent, les gens s'organisent pour ne pas payer d'impôts. Donc cette taxe, si vous voulez, elle est à la fois injuste et inefficace. Et président du MEDEF, je la combattrai. Elle sera probablement votée d'ici là, puisque l'élection est en juillet. Mais je la combattrai comme je combattrai un certain nombre de dispositions fiscales qui sont inefficaces. Il ne faut pas confondre, pardon pour finir,
moralité et fiscalité. Ce sont deux choses différentes. Vous appelez de vos voeux une simplification. C'est une question, par exemple, de Mater qui dit « Que pensez-vous du choc de simplification ?» en écho à ce qu'a proposé le président de la République. Ça fait partie des choses que j'avais proposées il y a 1 mois et demi quand j'ai annoncé mon programme MEDEF. Simplement, il ne faut pas se tromper. Si vous voulez des chocs de simplification, on en a annoncé plusieurs fois et il ne s'est rien passé derrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a une résistance absolument phénoménale de tous les non-simplificateurs, les commissions, les organismes, les différentes strates de l'État. Comment on dépasse ça ? Comment est-ce que vous, si vous êtes élu au MEDEF... Il faut une volonté de faire. Je ne sais pas si François Hollande et ce gouvernement l'auront. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Parce que, oui, il y a des choses à faire. Ne serait-ce que les déclarations que les entrepreneurs font. On peut très facilement fusionner un certain nombre de déclarations qu'on fait tous les mois, tous les trimestres, et simplifier le travail, la tâche quotidienne des entrepreneurs, en particulier des patrons de PME. Mais il faut le décider et il faut passer outre, mais c'est vraiment ça, passer outre l'administration qui va essayer de résister, de lutter contre, finalement, elle vit un tout petit peu de la complexité, il faut le dire. Juste à propos de simplification, je reviens juste sur le sujet fiscal. Il y a aussi un débat sur la simplification fiscale. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire une vraie réforme fiscale en France. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus radicaux, qui disent faisons une flat tax, faisons quelque chose de simple, fusionnons la CSG, etc. Vous, quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'on peut encore faire beaucoup de choses en matière de simplification? Oui, je ne sais pas si on peut passer d'un coup à la flat tax, donc qui serait un seul impôt unique, mais chaque gouvernement, au lieu de simplifier, complexifie, avec des niches fiscales. On parle de créer de nouvelles niches fiscales, avec des exemptions particulières. Il faut simplifier pour le particulier comme pour l'entreprise. J'en profite pour dire un mot. Ne séparons pas la fiscalité de l'individu de celle de l'entreprise. Quand on est entrepreneur, en général, c'est la même chose. On a son patrimoine dans l'entreprise, on a mis son argent à risque. Et donc, quand on taxe l'ISF, c'est la même chose que quand on taxe l'entreprise. Traditionnellement, le MEDEF ne s'occupait pas de fiscalité personnelle. Si je suis président du MEDEF, ça sera un de mes combats. Alors, on a une autre question un peu plus générique avant de rentrer dans cette bataille pour la présidence du MEDEF qui vient de la Sorbonne. Un tweet, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez tweeter avec le hashtag LTDD, la tribune des décideurs. C'est logique. Devenir entrepreneur est-il plus compliqué selon vous aujourd'hui par rapport à une dizaine d'années? Ça, c'est un sentiment que peut-être beaucoup de Français ont de se dire on vit des temps plus difficiles et peut-être qu'entrepreneur c'est... Je ne crois pas. D'abord sur le plan purement factuel, il y a eu de la simplification, on en parlait il y a quelques minutes. Créer une entreprise aujourd'hui, créer une SAS, une SRL, c'est plus facile qu'il y a 10 ans. Ce qui est compliqué en France, c'est de la développer en réalité, ce n'est pas de la créer. Et puis sur le plan des opportunités, on peut se dire l'Europe est en crise, la France est en crise, on est en croissance zéro. Mais des opportunités, vous en avez toujours. Il y a un magazine que je ne citerai pas dans cette antenne, mais qui publie les 100 startups. Vous pouvez. Le challenge, voilà, tout à fait. Les 100 startups dans lesquelles on peut investir. Nous, dans le fonds Isaïe, on reçoit des dizaines et des dizaines de dossiers par mois. Il y a encore un esprit entrepreneurial en France. C'est d'ailleurs sur eux que je veux m'appuyer pour ma campagne. C'est d'ailleurs une question de Bernard. Alors là, on arrive dans le chapitre concernant le MEDEF. Comment est-ce que vous envisagez d'inverser l'image négative du patron si vous êtes élu? Vous savez, l'image du patron, elle est d'abord négative parce qu'il n'y a plus de croissance, plus d'emplois en France. C'est-à-dire que, au fond, le MEDEF, les autres organisations patronales ne sont pas des agences de pub en charge de la marque patron. Ils sont d'abord là pour aider, pousser, contraindre le gouvernement, les partenaires sociaux, à créer des conditions favorables pour qu'on puisse développer nos entreprises. Si on développe nos entreprises, on crée des emplois. Si on crée des emplois, les Français se remettront à aimer les entrepreneurs. Donc je ne crois pas beaucoup aux mesures un peu sociétales, aux campagnes de pub, à ce type d'initiative. Il faut d'abord faire de la croissance, faire le job, défendre les entrepreneurs. Et le reste suivra. C'est pas pour rien, si vous voulez, qu'en Chine, on aime les entrepreneurs. C'est parce qu'il y a 10% de croissance. C'est simple. Il y a l'image du patron, comme vous le dites, et il y a l'image du patronat, qui est une chose, me semble-t-il, assez différente. Donc il y a l'image du MEDEF. Alors c'est vrai que Laurence Parisot avait évolué sur ce sujet-là, mais la façon dont elle a voulu rester, ou en tout cas ne pas sortir, a un peu redonné une image, je dirais un peu, non pas poussiéreuse, mais un peu ancienne du patronat. Est-ce que de ce point de vue-là, le MEDEF va pouvoir surmonter ça pour transformer son image et sa façon d'aborder tous les problèmes sociaux? Oui, le sujet, ce n'est pas l'image du MEDEF. Au fond, ça n'a pas d'importance. Le MEDEF est là pour dire la vérité, faire les choses. Vraiment, le vrai sujet, c'est l'image de nos concitoyens par rapport à l'économie de marché et par rapport à l'entreprise. Laurence a fait un travail formidable de modernisation parce qu'elle incarnait le petit épisode qui est derrière nous, je pense, sera vite oublié. C'était, à mon avis, une erreur et cette erreur, elle est derrière nous.
D'ailleurs, il y a Patricia qui vous demande bonjour. En quoi serez-vous Patricia. meilleur que Laurence Parisot? Je ne sais pas si je serais meilleur que Laurence Parisot, je serais différent, parce que j'ai d'abord une histoire personnelle qui est différente. Moi, je suis entrepreneur, j'ai créé 2 entreprises, plusieurs milliers d'emplois. Je viens d'un secteur qui est différent, qui est plutôt orienté nouvelles technologies. J'ai des combats, j'ai des priorités qui ne sont pas forcément les mêmes. Et d'ailleurs, chaque président du MEDEF, chaque porte-parole du patronat, historiquement, a impulsé, j'allais dire, une dynamique nouvelle année après année. Ce qui est important, et on en revient à la question précédente, c'est que ça se renouvelle régulièrement parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors Bat qui nous dit, est-ce qu'il ne faudrait pas demander, comme Churchill, du sang et des larmes concernant la fiscalité de lutte contre l'austérité? Est-ce que c'est ça votre programme d'ancien commando? Finalement, on va aller se battre? Il faut être capable de dire la vérité et quelquefois au risque de l'impopularité. Oui, sur les déficits, il faut dire les choses. Sur l'âge de la retraite, la durée d'annuité, il faut le dire. Mais en même temps, il faut aussi donner envie. Et je crois qu'un des rôles du président du MEDEF, des gens qui vont l'accompagner, parce qu'il ne faut pas que ça soit une parole unique. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont envie de parler, qu'on peut faire parler, notamment donc, les présidents de territoire au MEDEF, présidents de fédération. C'est aussi de donner envie. C'est de dire dans chaque Français qui a envie de créer une entreprise, dans chaque Français qui a envie de la développer, c'est possible. Donc il faut alterner le sang et les larmes, le côté churchillien, mais aussi l'espoir, je ne vais pas vous dire le côté gaulien, mais en tout cas le côté on peut y arriver, la France n'est pas morte, l'Europe n'est pas morte, elle peut encore lutter dans cette mondialisation. D'ailleurs, est-ce qu'il faut un MEDEF de combat ou un MEDEF de partage et de dialogue? Moi, je n'ai pas envie de classer les choses de cette manière-là. Il faut être capable de combattre. Quand le gouvernement propose des solutions qui sont idiotes ou inefficaces, on a parlé de la taxe à 75%, mais il faut aussi dialoguer parce que c'est par le dialogue qu'on y arrive. Et quand le gouvernement fait le CICE, vous savez, le crédit d'impôt compétitivité, qui est insuffisant dans son montant mais qui va dans la bonne direction, alors il faut être capable de dialoguer avec lui et d'applaudir. Donc c'est un MEDEF pragmatique, au fond, qui, à chaque situation, à chaque projet, adopte l'attitude qui convient. Il y a Bob35 qui demande si vous regrettez Sarkozy. Le MEDEF n'a pas à regretter, moi à titre personnel, un moment ou un autre. On doit être compatible avec tous les gouvernements, tous les hommes politiques, quels qu'ils soient. Parce que de toute façon, vous savez, c'est comme l'arbitre au rugby, on va jouer avec l'arbitre. Donc je n'ai pas à regretter Sarkozy, ni à regretter l'élection de Hollande, ni à regretter le suivant, ce n'est pas le sujet. Êtes-vous plus proche, nous demande Charles, des patrons américains que des Français? Des patrons français, je suppose, c'est dans la question. C'était pas précisé. Non, vous savez, moi j'ai vécu à l'étranger, j'ai travaillé à l'étranger, donc je suis de culture effectivement, non pas mondiale, mais enfin en tout cas j'ai vécu d'autres cultures, mais j'ai entrepris en France, j'ai créé des emplois en France avec le système qu'on connaît, les valeurs qu'on connaît, la culture, donc je ne sais pas si je suis plus proche ou moins proche. Moi je considère proche de tous les entrepreneurs du monde. Et ça aussi c'est un effort de pédagogie. J'ai envie de dire, entrepreneurs du monde, unissez-vous. Voilà, comme il y avait prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et c'est un effort de pédagogie qu'il faut faire sur cette mondialisation aussi. Oui, il faut expliquer aux Français que c'est pas foutu. Vous savez, moi, on voit ces études qui disent que les Français ont peur de la mondialisation. Je crois qu'on est parmi les peuples qui ont le plus peur de la mondialisation. Mais je crois qu'ils ont peur parce qu'ils ont l'impression qu'on va perdre. Or, non, ça n'est pas perdu. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que là, sur le plan conjoncturel, l'année 2013, probablement 2014 va être difficile, mais on a des ressorts d'inventivité, on a des ressorts de culture, on a des ressorts de formation qui peuvent nous permettre de rebondir. Donc ne croyons pas que la mondialisation est l'ennemi de la France, de l'Europe, du progrès en général. Mais comment allez-vous faire pour que toutes ces nouvelles paroles que vous évoquiez tout à l'heure, notamment les start-up, enfin vous êtes évidemment très impliqué là-dedans, soient relayées par l'appareil du MEDEF? On l'a bien vu au moment de l'affaire des pigeons, qui a eu un petit peu de difficulté à ce que tout ça fonctionne ensemble. Et on voit bien que le MEDEF, en tout cas une grande partie du patronat représenté au MEDEF, est quand même assez loin de ces réalités encore. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. D'abord, sur les pigeons, vous savez, toutes les organisations ont été prises un peu de court. Et d'ailleurs, c'est assez sain. Ça veut dire qu'il y a quand même une capacité de réaction chez les entrepreneurs spontanée, non organisée, non institutionnelle. Bon. Alors oui, le MEDEF, traditionnellement, est peut-être un peu éloigné de ces sujets de création ou de développement. Mais il y a une commission numérique, il y a une commission entrepreneuriat. C'est des choses que je porterais peut-être plus que ce que faisait la présidente Laurence Parisot. Mais évidemment, il n'y a pas que des entreprises en création, il y a aussi des entreprises à développer, il y a aussi des secteurs traditionnels qui ont besoin de soutien. Donc il faut être capable, c'est une des difficultés du job, d'être président de toutes les entreprises, de la CAC 40, pardon, de l'entreprise du CAC 40 à la start-up. Vous porterez peut-être un peu plus
pensez-vous que vos concurrents qui sont... Écoutez, c'est pas à moi de le dire, mais c'est effectivement Quand on possible. voit le parcours, le profil de la plupart de vos concurrents, effectivement... Je vais essayer. Alors, une autre question d'un internaute ou d'une internaute, je ne sais pas en l'occurrence. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez rester patron de Virgin Mobile et que pensez-vous du cumul des mandats? Alors, ce n'est pas le cumul des mandats. Je crois qu'il ne faut pas prendre le problème comme ça. Il est impératif, très important, que le président ou la présidente du MEDEF garde un pied dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait sa légitimité. Garder le pied dans l'entreprise, ça veut dire garder le pouls du terrain, comprendre ce qui se passe. Et on ne peut pas parler contrat de travail, on ne peut pas parler fiscalité si on n'a pas un lien avec l'entreprise. Alors évidemment, je ne serai pas ce qu'on appelle exécutif, je ne serai pas à plein temps. J'ai un directeur général qui est là depuis plusieurs années, qui a investi dans l'entreprise et qui fait très bien le job. Mais un président qui n'est pas en même temps patron, ça devient un fonctionnaire de la représentation patronale. On a connu ça dans le temps et ça dérive très vite. Donc je crois que ça serait une erreur. À propos d'activité professionnelle, on a parlé de transparence au début de cette émission. Votre concurrent, Frédéric Saint-Jour, a annoncé dans son interview, je crois, dans laquelle il déclarait sa candidature, qu'il gagnait 400 000 € par an. Or, prime, enfin en tout cas on avait une base. Est-ce que vous êtes favorable à cette transparence? Est-ce que vous pouvez en profiter? Je crois que vous l'avez déjà fait, mais vous pouvez peut-être en faire. Pas de problème. Moi je gagne 300 000 € par an, brut, avant charges sociales et fiscalité. Mais vous savez, moi je suis actionnaire de l'entreprise et donc j'allais dire mon vrai sujet, c'est au fond l'argent que j'ai mis, qui est à risque, mais qui un jour peut-être se transformera en plus-value si jamais je réussis à transformer l'entreprise. Vous seriez favorable à ce que vos compétiteurs dans la bataille jouent aussi cette transparence, ou ça vous semble anecdotique? Mais je ne fais pas une obsession, ça me semble quand même relativement anecdotique parce qu'on n'est pas dans un concours de beauté, c'est surtout le projet qui compte. Mais plus ou moins quand même sur ce problème de transparence des salaires des chefs d'entreprise, quelle position avez-vous sur ce sujet? Vous savez, les salaires des entreprises cotées sont aujourd'hui transparents puisqu'ils figurent dans le rapport annuel. Le débat actuel, c'est est-ce qu'il faut faire ce qu'on appelle le say on pay, c'est-à-dire autoriser l'Assemblée générale des actionnaires à voter. Moi, je crois que c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, c'est le conseil d'administration qui n'est normalement que le prolongement de l'Assemblée générale des actionnaires. Il y a quelquefois des débats. Je crois qu'il faut être capable de faire voter les actionnaires. Au-delà de ça, hein, ce débat est compliqué, mais le bon salaire pour un patron, c'est celui qu'il est prêt à assumer publiquement avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire ses salariés, ses actionnaires, ses clients et les médias. D'ailleurs, on voit certains grands patrons qui ont beaucoup de succès dans l'entreprise, il n'y a jamais de polémique. Patron de L'Oréal, Jean-Paul Lagon qui gagne très bien sa vie, ça n'a jamais fait scandale. Pourquoi? Parce que l'entreprise marche formidablement. Donc le sujet, il est là. On a une question toujours sur cette méthodologie autour du MEDEF et sur cette élection de Fraser qui nous est parvenue en commentaire. Pourquoi est-ce que la branche métallurgie est aussi forte au MEDEF alors que ce secteur est globalement en crise? Et c'est un peu justement... pour souligner votre candidature, qui se veut plus moderne, 21e siècle, nouvelle technologie. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'UMM ait toujours autant de poids dans l'élection du président du MEDEF? Je crois que l'UMM est effectivement assez médiatisé. Il ne faut pas se tromper, il y a 560 électeurs, l'UMM a une trentaine de voix, donc c'est pas non plus, c'est la première fédération, mais c'est une élection qui est assez ouverte, qui représente tous les secteurs d'activité, donc ça va des taxis à la fédération du jouet, en passant par le bois, ça représente la diversité des secteurs. C'est vrai que les entreprises dans des secteurs plus modernes sont peut-être moins organisées en fédération parce que la tradition est moins ancienne. Et vous pensez que ce sont toujours eux qui vont faire le roi? Je ne crois pas qu'il y ait des faiseurs de rois. Je crois qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs le grand progrès qu'a fait la réforme initiée par Denis Kessler et Ernest-Antoine Seyer, c'est de faire une élection démocratique, avec certes des grands électeurs, publique, ce qui permet à chacun de porter son projet. Et je crois que le roi, ça va être le projet, enfin les projets des uns et des autres. Alors, il y a une autre ligne de fracture au sein du MEDEF qui est celle qu'on a baptisée ou résumée en disant il y a un MEDEF des villes et un MEDEF des champs. Vous êtes dans quel MEDEF? Et si tant est que vous soyez dans un, comment allez-vous faire pour les... J'ai envie de vous répondre, le MEDEF des banlieues, c'est-à-dire que je ne veux pas justement qu'il y ait une fracture. On a trop de fractures dans le patronat. Vous avez la fracture supposée industrie-service, vous avez la fracture PME grand groupe, start-up, ancienne industrie. Tout ça, on se concentre quelquefois à tort sur les 5% de sujets qu'on a où on se divise, alors qu'on a 95% de valeurs en commun. Vous savez, entre le patron d'une entreprise du CAC 40 et le boulanger du coin, il y a beaucoup plus de sujets qu'on croit. Ils ont les mêmes valeurs, les valeurs d'économie de marché. Quand ils doivent recruter, c'est le même CDI.
ou le même CDD qu'ils emploient, avec les mêmes difficultés. Quand ils vont au prud'homme, c'est le même tribunal qui les juge. Donc, et quand ils payent l'impôt, c'est le même IS. Donc, si vous voulez, c'est ça le sujet, et c'est pas Machin contre Paul ou Pierre contre Jacques. Une dernière question, MEDEF, et puis après on va ouvrir le chapitre téléphonie mobile, parce qu'il y a aussi pas mal d'actualités dans ce domaine. Une question de Barnaud. Le vote pour la modification des statuts du MEDEF s'est joué à 2 voix, dit-il. J'avais cru comprendre que c'était encore plus avec ça. Une voix, une abstention. Est-ce qu'il n'y a pas un malaise là aussi? Non, je crois que ça montre simplement qu'on a des statuts qui datent de 97. Il y a effectivement à retravailler dessus. Ça sera, je pense, un des premiers sujets, peut-être pas le plus important pour l'ensemble des citoyens, mais important pour l'organisation du nouveau président. Mais il faut le faire en toute transparence, tout de suite, en arrivant, et surtout ne pas prolonger, ne pas se l'appliquer, avoir une réforme qui soit plus consensuelle. Alors on ouvre le chapitre mobile avec une question d'un SFR. Les internautes ont beaucoup... Si c'est 2 SFR ou d'un SFR. ont de l'humour. En tout cas, est-ce qu'on n'en fait pas trop avec la 4G? Lui n'y croit pas du tout et il pense que c'est de l'argent gâché. Votre avis sur la 4G, l'arrivée de la 4G? C'est comme toutes les innovations technologiques. On ne sait jamais le temps que ça va mettre à être adopté. Donc quelquefois ça va plus vite que ce qu'on croyait, quelquefois moins vite. Mais les débits offerts par la 4G sont absolument phénoménaux. C'est les débits quand vous êtes au domicile équivalent fibre. Donc ce sont des débits plus élevés que votre ADSL. Donc vous y croyez, Virgin Mobile va y aller? Oui, nous on est d'abord on est 4G compatible. On a sur le plan réglementaire et sur le plan équipement un cœur de réseau qui nous permet d'être 4G compatible. On est en train de négocier pour choisir le fournisseur, un des 3 opérateurs qui a la 4G, donc tout sauf Free en l'occurrence, puisqu'ils ne sont pas 4G ready. Et on se lancera le même menu. Par contre, on n'a pas vocation à être les pionniers, donc on va attendre que le marché soit un petit peu mass market. Il y a un sujet quand même sur la 4G qui est la bataille des prix, c'est-à-dire on voit bien que ça peut constituer une arme pour les opérateurs traditionnels un peu anti-low cost, c'est-à-dire de pouvoir un peu rééchelonner, en tout cas remonter les tarifs. Quelle sera la position par exemple d'un MVNO comme vous par rapport à ce problème de tarif 4G? Alors le MVNO, on explique, j'étais un peu rapide, oui. Les opérateurs virtuels qui en effet s'appuient sur les réseaux, vous l'avez dit, d'opérateurs historiques. Mais qui ne sont pas virtuels, puisqu'on a un cœur de réseau. Ce qu'on n'a pas, ce sont les antennes. Oui, donc c'est ça la différence. Alors, les chiffres circulent, on dit 5 à 10 euros par mois supplémentaires. C'est très difficile de répondre avant qu'un certain nombre de dizaines de milliers de clients aient expérimenté les débits, parce que c'est l'expérience qui va faire le prix en quelque sorte. Donc au départ, probablement comme le fait Orange, ça va être donné au même prix. Et puis une fois qu'on va voir que ça crée quand même une vraie différence, je pense qu'effectivement c'est une bonne opportunité pour remonter les prix. Il faut dire qu'aujourd'hui on vend des abonnements téléphoniques à 0 €, donc il n'y a pas beaucoup de valeur, on ne peut que remonter. Vous croyez vraiment qu'on est dans une logique aujourd'hui, même si le service augmente, on peut augmenter les prix? On voit bien que toute la tendance... Il y a un saut de technologie. Si vous voulez, si c'était juste un peu plus rapide, je serais d'accord avec vous. Mais là, il y a un vrai saut de technologie, donc je pense qu'il y a une opportunité. Ce que je ne sais pas vous répondre, c'est est-ce que c'est 5, 10 euros, 3 €, et ça peut dépendre d'un certain nombre de paramètres. Qu'est-ce que vous pensez, demande Patsic, des forfaits de téléphone de banque? Est-ce que c'est un concurrent pour vous, le monde bancaire? Oui, un petit concurrent. En fait, il y en a un, en l'occurrence, on peut le citer, le Crédit Mutuel, qui est assez actif. Je pense que c'est une logique un peu différente, puisque c'est lié au compte, c'est lié à la carte de crédit. Donc, voilà, ça fait partie du paysage. Et Emeline qui vous demande, est-ce que Free est vraiment un concurrent de Virgin Mobile? Est-ce que vous le voyez comme ça? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un concurrent qui a bouleversé le marché, qui est très actif, donc on est effectivement en concurrence frontale et faciale. Un petit mot sur Free tout de même. Il est à la mode depuis quelques mois de s'interroger à nouveau sur l'opportunité d'avoir ouvert le marché à un 4e opérateur. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vraiment il fallait le faire? Je pense qu'on a eu raison d'ouvrir le marché à un 4e opérateur, mais on n'aurait pas dû le faire dans ces conditions-là. Parce que la réalité, c'est que les conditions d'investissement qui sont faites à Free ne l'incitent pas à ouvrir. Quand on voit qu'au bout maintenant de 1 an et demi et 3 ans et demi après la licence, il y a encore l'essentiel de son trafic qui passe par le réseau d'un autre opérateur, il est en fait un MVNO. Un MVNO avec une licence, un MVNO qui a des antennes, mais un MVNO quand même. Donc le problème, ce n'était pas la 4e licence, c'était les conditions. Et d'autant plus que la technologie est de moins en moins chère, les débits augmentent, donc on a intérêt à retarder l'investissement. Bien sûr, je pense que l'intérêt de Free, c'est effectivement de déployer lentement. D'abord parce que vous avez raison, les prix baissent, et puis qui sait, il y aura peut-être un jour un rapprochement des opérateurs. En Italie, aujourd'hui, on a appris, enfin on l'a appris hier, que les opérateurs se rapprochaient. Vous y croyez ça?
Écoutez, ce qui est sûr, c'est que je trouverais curieux qu'on construise 4 réseaux 3G et 4 réseaux 4G. Il faut savoir que ouvrir aujourd'hui une antenne sur les toits dans les grandes villes, c'est devenu très compliqué pour des tas de raisons, d'ABF, d'autorisation, etc. Donc, je ne suis pas devin, mais on peut imaginer effectivement qu'il y ait des rapprochements qui se passent dans les années à venir, comme dans d'autres pays. Quels seraient les plus opportun ou les plus Ça, malins? c'est pas à moi de me prononcer. Oh, vous connaissez quand même un non, petit mais peu demandez ça à un l'univers. banquier d'affaires, demandez Oh, ça à on un peut banquier demander aux d'affaires qui doit opérateurs. s'agiter. Vous pourriez faire partie de cette recomposition? Vous êtes à J'ai pas vendre? de commentaire à faire. Non, j'ai pas de commentaire à faire. Quelle part de marché représente Virgin Mobile en France, demande Patoche. On est à 3% de part de marché. Et vous visez... Non, aujourd'hui, si vous voulez, étant donné la guerre des prix, on cherche à stabiliser. Nous, en fait, on raisonne maintenant beaucoup plus en chiffre d'affaires. Parce que, encore une fois, des forfaits à 0 €, ça fait beaucoup de parts de marché de clients, mais ça ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires. 1,5 milliard, c'est ça, Virgin Mobile? Oui, on est à 560 millions. L'important, c'est qu'on a fait plus 10 de croissance l'année dernière, alors que tous les opérateurs baissaient. Et notre driver, j'ose pas dire employer un jargon, mais notre paramètre, voilà, je cherchais le mot, le plus important, c'est le chiffre d'affaires et le profit derrière. Il y a Gips qui demande que pensez-vous de l'état de Virgin Megastore? Vous êtes administrateur, je crois, vous étiez... Non, je ne suis pas administrateur. Écoutez, je me désole. C'est une entreprise qui, parce que ce n'est pas très bon pour la marque, bien sûr, une entreprise qui a subi un tsunami de bon modèle économique, puisque effectivement l'ensemble des biens culturels sont passés en téléchargement et qui n'a pas su se réadapter assez vite. Je peux que m'en désoler. Un petit mot quand même, c'est quand même un sujet, au-delà du problème spécifique de Virgin Megastore, c'est quand même emblématique d'un véritable changement, en tout cas apparent, sur la distribution de produits numériques, mais d'autres produits. Est-ce que ça vous semble dangereux? Parce que ça pose des problèmes d'emploi, évidemment. On voit le poids des Américains sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut les faire payer? Ça pose des problèmes d'équité, et notamment d'équité fiscale. Parce qu'effectivement, ce qu'on appelle les OTT, donc les acteurs qui sont over the top, donc c'est vrai pour Amazon, je pense que vous faisiez allusion à Amazon, mais aussi pour Google, sont des acteurs qui sont extraterritoriaux. Quand on parle de fiscalité individuelle, là aussi il y a un sujet, c'est transparent, mais Google paye quasiment pas d'impôts en France, c'est le cas aussi d'Amazon. Alors ils sont en train de faire des efforts, mais c'est un vrai sujet parce qu'il faut qu'on puisse se battre, les industriels au sens large, européens, à armes égales. Un mot sur la concurrence. BAT estime que la concurrence n'existe pas vraiment entre les opérateurs téléphoniques. Quel est votre sentiment là-dessus? Alors là, il m'étonne, BAT. Je ne sais pas qui c'est, mais je pense que c'est le marché. La France est devenue le marché le plus concurrentiel du monde. Et j'ai un peu de mal. Alors peut-être c'est une question ancienne, mais en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Elle est fraîche, elle vient de tomber. Bon, un mot de conclusion peut-être, Eric, parce que l'émission tire à sa fin. Il nous reste 2 minutes ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions ou vous, Geoffroy, un mot de conclusion par rapport aux échanges qui, bon, voilà, représentent quelques-unes des nombreuses questions qui ont été posées sur Internet? Non, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que cette élection du MEDES, c'est vraiment l'occasion d'un débat sur le rôle des patrons dans le débat public. Une des choses qui me désole, mais bien avant l'élection du MEDES, c'est quelquefois le manque d'engagement de mes co-religionnaires patrons. Souvent, vous êtes un patron militant, c'est comme ça que vous vous définissez? Oui, moi je me définis comme entrepreneur d'un côté, militant patronal. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se plaindre toute la journée d'être dans un pays qui décourage les entrepreneurs, qui a trop de charges, qui a trop de fiscalité. Et rester planqué. Et ne pas participer au débat public. Si vous voulez, si on n'y va pas, effectivement, c'est les autres qui parlent à notre place. Et les autres ne sont pas toujours favorables à l'entreprise. Donc, au-delà de l'élection MEDEF, si j'ai un message à faire passer aux internautes, et il y a sûrement des tas de patrons ou des patrons aspirants dedans, c'est engagez-vous. Engagez-vous, alors ça peut être en politique d'ailleurs, mais engagez-vous dans le patronat. Comment est-ce qu'on fait? Il faut prendre sa carte au MEDEF Alors le MEDEF c'est simple, vous êtes soit MEDEF territorial, c'est quand le MEDEF de votre ville, soit par votre fédération, et là c'est votre secteur. Et au-delà de ça, il y a plein d'organisations, il y a plein de manières de s'engager dans le débat public. Il ne faut pas laisser la parole à ceux qui n'aiment pas l'entreprise ou qui ne la comprennent pas. Si vous voulez, sinon, effectivement, les plateaux télé sont mobilisés par Mélenchon et Besancenot. Peut-être faut-il dialoguer avec eux. Bien sûr qu'il faut dialoguer avec eux, mais il faut être présent. Ce que je veux dire par là, c'est que la politique de la chaise vide ne marche pas. La politique de la chaise vide ne marche pas. Et bien voilà, donc encore une référence historique. Merci en tout cas, Geoffroy Roux de Bézieux, d'avoir répondu à notre première invitation. Merci Eric. On se retrouve tous les deux la semaine prochaine pour une nouvelle tribune des décideurs. Bonne journée.